Sur la question qui nous réunit aujourd'hui, le pétrole et le gaz, votre courage a consisté à dire tout haut ce que beaucoup susurraient tout bas. Il était notoirement connu que certains frères, Aliou, étaient mêlés au pétrole du Sénégal. De manière directe, indirecte, quel est son rôle, sa responsabilité? Jusqu'ici, la question reste à être élucidée. C'est une question essentielle pour le Sénégal qui a vécu de 2007 à 2012 une tentative de dévolution monarchique du pouvoir, une gestion assez clanique des affaires, au point où le Sénégal s'est dressé comme un seul homme pour dire non à cette façon de faire. Et lorsque donc, venant de son lointain exil chinois, M. Aliou Sall s'est introduit dans notre pétrole, beaucoup, et jusqu'aujourd'hui, tentent d'ignorer cette question, de l'éviter ou de l'éluder. Je crois que le mérite d'Ousmane Sonko a été d'avoir posé une question qui n'est pas qu'une question subjective, une question personnelle, mais une question de fond, pour les raisons que je rappelais tantôt, le combat que nous avons tous mené ensemble pour que le Sénégal soit un Sénégal où tous les Sénégalais aient les mêmes chances et que les ressources du Sénégal ne soient pas gérées de manière patrimoniale ou familiale, mais de manière en sorte que le paysan du Fouta ou le berger de Fongolemi puissent en tirer leur part de manière équitable et juste. Et je crois que l'une des raisons fondamentales du courroux qui vous est tombé dessus, c'est plus cette question-là que les autres questions. Et pourtant, dans notre Constitution, il était inscrit de manière claire que les ressources appartiennent au pays et qu'on a droit à de la transparence sur cette question-là. Mais la transparence n'est pas qu'une posture ou des déclarations régulières de l'ITIE, mais c'est de pouvoir nous dire, ici et maintenant, par des débats publics, et le débat de ce soir est salutaire sous ce rapport, de nous dire dans quelles conditions tous les contrats pétroliers sont noués ou dénoués. Qui est bénéficiaire de ces contrats et dans quelles conditions? Quels sont les avantages à en attendre de notre pays? Et comment certaines personnes qui n'ont pas les compétences, ni les expériences, ni les ressources nécessaires se sont furtivement introduites dans le champ pétrolier sénégalais. C'est ça la transparence et c'est ça le gros combat que les Sénégalais ont mené. Et il est d'autant plus important que je me permets une digression qui va peut-être offrir l'occasion d'illustrer l'importance de... Ce n'est pas qu'une question de posture théorique. Dans les années 60, fin des années 60, un homme seul, entouré de quelques juristes, de quelques amis ou de quelques collaborateurs, a décidé de comment les frontières du Sénégal, les frontières nord en particulier, allaient être tracées. Il s'agissait de notre premier président. Certains arguent que le décret de 1933 précise que les frontières du Sénégal allaient jusqu'à la limite des hautes eaux en période de crue. Mais le président de l'époque et son équipe, qui le suivaient comme les yeux fermés pour ainsi dire, ont décidé d'un autre compromis qui nous rattrape aujourd'hui, qui nous a rattrapés lors du conflit de 89, qui nous rattrape aujourd'hui. C'est dire que tout ce qui concerne fondamentalement un pays et qui transcende les générations, qui transcende une, voire plusieurs générations, ce qui est le cas du pétrole, puisque les contrats pétroliers durent en 20 ans plus renouvelables, 25 ans renouvelables pour des périodes de 10 ans, 45 ans, 2 fois. Le mandat du président actuel sera longtemps terminé, que les contrats qui ont été noués sous son régime auront encore force de loi.
Et on sait que ces contrats-là sont extrêmement difficiles à changer ou à dénouer. Il est extrêmement difficile d'en changer une seule virgule une fois qu'ils ont été établis. C'est d'autant que les tribunaux dans lesquels ils se règlent se trouvent pour la plupart dans des pays du Nord et que les compagnies pétrolières ont plus d'avocats à elles seules que les plus grands cabinets américains. Les plus grandes compagnies ont des avocats en interne qui se comptent par milliers. Là même où nous aurions du mal à mobiliser une équipe de 100 avocats. Donc, c'est des contrats qui transcendent des générations. Et la question que pose le livre de Ousmane Sonko et que pose la transparence de manière générale, c'est comment un individu peut, au prétexte que la Constitution lui permet de définir la politique de la nation, seul dans son cabinet, qui engage notre pays pour des générations et des générations, et qui peuvent changer le cours de notre histoire. On l'a vu pour la plupart des pays africains. Sans que, malheureusement, très souvent, on puisse revenir en arrière pour réparer, pour emprunter une autre voie possible. Je vais donner juste un exemple pour en terminer et illustrer ce que peut-être Sonko a dit en partie. Sur la question du contrat avec Total, il m'a beaucoup été reproché souvent par des gens qui étaient envoyés pour parler, d'avoir voulu faire du choix en tout cas favoriser une certaine compagnie, alors que même l'option de l'État était la diversification. Je dois rappeler d'ailleurs que Rufisque Offshore Profond était détenu, qui a été un des objets du contrat avec Total, avait été détenu par Timis. Et que c'est quand j'étais ministre de l'énergie que j'ai fait sortir Timis de ce African Petroleum, où Timis était dominant. Donc, que Timis était African Petroleum, donc, de ce bloc. Timis était donc dans 3 blocs à ce moment-là. On ne peut pas parler de diversification sous ce rapport, puisque Timis était une compagnie inconnue qui était sur 3 blocs: Kayar Offshore Profond, Rufisque Offshore Profond et Saint-Louis Offshore Profond. Et donc, c'est parce qu'elle n'a pas su mettre en œuvre les diligences qui étaient les siennes que African Petroleum, détenu essentiellement par Timis, avait été retiré du bloc Rufisque Offshore Profond. Donc, sous ce rapport-là, l'option fondamentale qui était la meilleure pour l'histoire du Sénégal et pour le Sénégal, dans la mesure où Rufisque Offshore Profond était coincé entre Sangomar et Kayar, et dans Sangomar, comme on le sait, on a découvert du pétrole. Dans Kayar, comme on le sait, on a découvert du gaz. Le bloc adjacent était, pour ainsi dire, devenu l'un des plus attractifs au monde. C'est pourquoi il y a eu une ruée de tous les majors qui avaient déserté le Sénégal pendant 40 ans pratiquement. Il y a eu une ruée pour faire une option sur ce bloc. L'option fondamentale eût été de laisser ce bloc en friche le temps qu'on commence à avoir de l'argent avec Rufisque Offshore et avec Kayar, et que Petrosen ainsi que le Sénégal montent en puissance en termes d'expertise, parce que le développement en cours sur Rufisque Offshore et Sangomar, sur Sangomar, sur Kayar et sur Saint-Louis, nous permettrait de monter en puissance en termes d'expertise, de compétences, etc. Donc l'option fondamentale de tirer le maximum de nos ressources, si on en découvrait dans Rufisque Offshore, et d'être possesseur à 100% de ces ressources s'il y en a en cas de découverte. Cette option fondamentale eût été de ne pas donner ce bloc, puisqu'on a déjà 3 blocs sur lesquels on a des découvertes et qu'il y a des développements en cours. La précipitation à donner ce bloc en elle-même posait un problème fondamental. Et je dois dire, pour terminer,
sous ce rapport que le débat sur le pétrole, le gaz, que vous ouvrez si éloquemment, Ousmane, ou que tu ouvres si éloquemment à travers ce livre, ne devrait pas s'arrêter. Il ne devrait que commencer. J'entends quelques-uns dire qu'il nous pollue l'air avec le pétrole et le gaz, alors même que la première goutte de pétrole et de gaz n'est pas encore sortie. Mais c'est ignorer, comme Ousmane l'a montré dans son livre, qu'avant même que la première goutte justement n'est sortie, qu'il y a beaucoup d'argent qui circule déjà. Et que c'est maintenant, au moment où on noue les contrats, que les options définitives qui nous loueront pour 45 ans seront, ou plus, que ces options définitives seront arrêtées. Donc, je voudrais inviter le public ici présent, mais je pense que pour le public présent, c'est inutile, ils vont tous lire le livre et en débattre, mais je voudrais surtout inviter nos amis de la presse, les intellectuels, les avocats, à dire que Ousmane a dit une partie, mais il reste tellement à dire. Si on voit que Baba Aïdara a déjà livré par Internet des pans entiers d'un rapport d'inspection générale d'État que moi-même j'ai appris, dont j'ai appris l'existence à travers lui-même, et dont j'ai découvert la gravité des choses qu'il révèle. On pose souvent des questions, oui, monsieur le ministre, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais ce que je puis vous en dire, Baba Aïdara a dit et a livré par des rapports d'inspection générale, par un rapport d'inspection générale d'État. Reste à dire maintenant si ce rapport il l'a inventé de toutes pièces, si c'est ça, disons sa créativité débridée qui a son inspiration débridée qui a donné naissance à ce rapport, ou si ce rapport existe. Mais si ce rapport existe, c'est un véritable scandale qui est pourtant connu par peu de Sénégalais. Et c'est pourquoi nous avons, encore une fois, un devoir immense et une déférence immense vis-à-vis des hommes comme Ousmane, comme Baba, comme d'autres, qui se battent et qui disent que jamais les Sénégalais qui ont, nos peuples, qui ont eu à voir les ressources, d'abord humaines, mises dans des bateaux, pour être amenés aux Amériques. Et nous disions à cette époque que nous n'aurions jamais été esclaves. Nous tous nous disons que nous n'aurions jamais été esclaves si nous étions là à cette époque-là. Puis ensuite, on est venu nous coloniser, on dirait, oui, on aurait été du côté des résistants, on n'aurait jamais accepté la colonisation. Eh bien, c'est ici qu'il faut refuser la colonisation. C'est maintenant qu'il faut refuser l'esclavage. Parce que, en lisant ce qu'on lit, qui est une partie de la vérité, on verra bien que notre temps est peut-être plus encore difficile.